Bonsoir, mesdames, messieurs, vous des quatre coins de la planète qui participez à notre vision conférence, je vous salue et je vous souhaite un bon après-midi. Merci d'être parmi nous. En tout, plusieurs personnes de différents pays assistent à cet échange que j'espère qu'il va être fructueux. Je me réjouis que vous preniez part à notre vidéoconférence et je remercie de tout cœur ma collègue, Dr Cécile Kinyange, qui nous a ouvert la voie au Parlement européen en étant la première femme africaine à siéger dans cette auguste assemblée. Merci Cécile d'avoir pris le temps pour partager ces quelques réflexions. Je suis donc très sensible à cette marque de sympathie. C'est pour moi aussi un très grand honneur d'avoir à partager quelques réflexions sur les relations entre l'Union européenne et l'Afrique. Merci également à notre modérateur, Dr Mabanza, bien connu en Allemagne en tant qu'expert des relations africaines, aussi d'avoir accepté de modérer cette visioconférence. Je vais laisser le soin à mon assistante tout à l'heure de le présenter. Et je remercie également mon assistante, Madame Joyce Moufounier. Joyce est chargée dans mon bureau des affaires du développement, l'Afrique, les relations ACP et de toutes les questions qui concernent donc le développement et le post-Cotonou également. Merci beaucoup. Nous travaillons actuellement dans des conditions très difficiles et c'est pour cela que je tenais à remercier. Joyce, vous avez la parole. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes les personnes qui nous écoutent. C'est mon plaisir et honneur aussi de vous présenter Dr Boniface Mabanza Bambou qui va faire la modération de la visioconférence. Dr Mabanza est né en République démocratique du Congo sous la dictature militaire de Mobutu. Il a étudié la philosophie, les études littéraires et la théologie à Kinshasa au Congo et terminé avec un doctorat à l'université de Münster sur le thème, et je cite, « La justice ne peut exister que pour tous, critique de la mondialisation dans une perspective africaine ». En plus de cela, il a fait des formations à la gestion et résolution des conflits à l'Académie pour la transformation des conflits à Bonn. Je crois que là déjà, nous avons une idée comment cela pourra beaucoup aider dans la discussion que nous allons avoir et la question que vous allez aborder. Depuis 2008, Dr Mabanza, vous êtes le coordinateur du Bureau de l'Église pour l'Afrique australe, en allemand avec l'abréviation CASA à Heidelberg. Et dans le travail, Dr Mabanza met un accent sur la politique commerciale, la politique des matières premières et la mondialisation. En plus, il est formateur en politique de développement et antiracisme dans ce domaine même, aussi avec des organisations et institutions très établies dans la coopération au développement. Il est très actif aussi dans la diaspora africaine en Allemagne et en Europe et publie de nombreux articles, entre autres sur le partenariat entre des personnes et des organisations en Afrique et en Europe. Il a enseigné à la Goethe-Université à Francfort et fait partie d'une commission nationale au niveau fédéral en Allemagne qui est consacrée aux questions des réfugiés et surtout dans la responsabilité des pays européens dans cela. Et je crois que je n'exagère pas si je dis qu'il y a beaucoup de gens en Allemagne qui ont appris des nouvelles perspectives grâce à vous, Dr Mabanza. Et oui, j'admets moi aussi, mais aussi des personnes beaucoup plus importantes et haut placées, comme par exemple notre cher ministre de la coopération au développement. Et je suis très sûre que vous allez avoir une très bonne discussion. Je vous remercie tous de m'avoir écouté et maintenant, je vais vous laisser à la discussion. Au revoir. Merci beaucoup, Joyce, pour la présentation et surtout, merci beaucoup pour l'invitation ce soir pour modérer cette séance qui est organisée par le bureau de Madame Herzberger Fofana qui a fait
la salutation au début, mais aussi le groupe des Verts au Parlement européen. C'est un plaisir pour moi de pouvoir nous conduire durant ces 2 heures. On va terminer à 1h30 exactement. On va terminer à 20h exactement. Permettez-moi de commencer, et là je m'adresse aux francophones. Permettez-moi de commencer par une annonce aux personnes d'expression allemande qui sont parmi nous, parce que je vois déjà il y a une question autour de la traduction, s'il y a une traduction en allemand. Alors je vais répondre en allemand pour que ces personnes qui ont posé cette question me comprennent. Das Webinar wird leider nur auf Französisch stattfinden. Es gibt keine Übersetzung weder auf Deutsch noch auf Englisch. Aber wenn Sie mit uns bleiben, was wir uns auch wünschen, haben Sie die Möglichkeit, zumindest für die Fragen, die Sie haben, die auf Deutsch zu formulieren, und zwar im Chat oder bei Fragen und Antworten. Sie können eine der beiden Möglichkeiten nutzen und die Fragen werden dann an uns weitergeleitet und wir werden sie in die Diskussion mitnehmen. Je reviens maintenant au français. Avant que nous allions dans le vif du sujet, j'aimerais faire 2 annonces. La première concerne la possibilité pour vous qui nous suivez de partout de pouvoir participer à cette discussion, et vous le ferez en utilisant le chat ou la fonction questions et réponses que vous voyez en bas de votre écran. Vos questions vont être formulées, vont être compilées par Madame Joyce Mumvuni que vous avez vu tout à l'heure. Elles vont nous être transmises et nous allons les intégrer dans notre discussion. Mais il y a aussi quelque chose qui nous est important. Nous voulons savoir de quel lieu et de quel pays vous participez à cette discussion. Donc, si vous pouvez utiliser la même fonction, le chat, mais aussi la fonction questions et réponses pour écrire tout simplement d'où vous participez à ce webinaire. Ça serait un plaisir parce qu'à la fin, nous voulons nous donner aussi quelques minutes pour citer un peu les pays qui sont représentés ici ce soir. Avec ça, je vais passer à la présentation de 2 panélistes que nous avons ce soir. Je commence par l'hôte que vous avez déjà vu au début avec le mot de salutation. Il s'agit de Madame Herzberger-Fofana. Elle est eurodéputée depuis le mois de mai 2019. Avant cela, elle a travaillé comme conseillère municipale à Erlangen, c'est dans la Bavière, en Allemagne. Elle a été la première africaine à être élue à ce poste, ce qui nous a rempli aussi de beaucoup de fierté. Et pendant son mandat, dans ce cadre-là, elle a initié beaucoup de projets auxquels ont été associés beaucoup de membres de la diaspora africaine aussi, entre autres le Black History Month ou Black History Weeks dans le cadre de Erlangen. Comme parlementaire, elle est vice-présidente de la commission de développement et de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain. Elle est membre de la commission CARIFORUM Union européenne. Et en plus, elle travaille aussi dans la commission des affaires étrangères, dans la commission de droits de la femme et de l'égalité des sexes, mais aussi dans la délégation de l'Assemblée paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Ces thèmes principaux sont le changement des perspectives entre l'Afrique et l'Europe, les questions liées aux femmes et développement, l'autosuffisance alimentaire, mais aussi le thème de l'antiracisme et de la diversité. Elle est aussi active dans le cadre de la stratégie ou de l'accord post-Cotonou qui est en train d'être discuté en ce moment, mais je pense que c'est quelque chose auquel on va revenir pendant la discussion.
Son invité ce soir, que j'ai l'honneur de vous présenter, s'appelle Madame Cécile Kyenge. Elle a été ministre italienne de l'intégration et je pense que c'est la première femme d'origine africaine qui a été ministre en Italie. Et elle a été au Parlement européen de 2014 en 2019. En tant que députée européenne, elle était membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Elle a travaillé dans la commission des libertés civiles, justice et affaires intérieures et dans la commission du développement aussi. Elle était vice-présidente de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne et membre de la délégation pour les relations avec le Parlement panafricain. Elle était coprésidente de l'intergroupe contre le racisme et la diversité du Parlement européen. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a aussi dirigé le groupe de travail sur l'afrophobie. Elle a été co-rapporteure pour le rapport du Parlement européen sur la situation en Méditerranée et la nécessité d'une approche holistique à la question de migration. En 2015 et 2016, elle a été nommée observatrice en chef des missions d'observation électorale de l'Union européenne au Burkina Faso et en Zambie. Elle était également membre de la délégation du Parlement de l'Union européenne pour les missions d'observation électorale au Nigeria, en Haïti, au Gabon et en Gambie. Et après son mandat européen, Madame Kyenge, qui est médecin de formation, est rentrée en Italie, où elle travaille donc comme médecin et où elle dirige un programme de riposte contre la pandémie Covid-19. Voilà pour la présentation des deux panélistes que nous avons. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons pensé que ce serait intéressant ce soir de commencer par une question d'actualité sur le continent africain, mais qui est aussi d'une importance capitale pour les relations entre l'Afrique et l'Union européenne. C'est la question des indépendances africaines. Cette année, 17 pays d'Afrique ont célébré 60 ans d'indépendance. Les derniers qui l'ont fait, c'est à peine quelques semaines que ça a été célébré. Alors, les indépendances africaines sont un sujet controversé. Il y en a qui pensent que 60 ans, pour prendre le cas de ces pays qui ont accédé à l'indépendance en 1960, ce n'est pas assez pour pouvoir juger de manière sévère, comme beaucoup le font, des États. D'autres pensent que 60 ans, c'est assez pour pouvoir opérer de changements. Mais ce à quoi je voudrais vous confronter, c'est le rapport à l'Union européenne. C'est des opinions publiques africaines qui reprochent aux dirigeants d'Afrique, aux dirigeants du continent, de ne pas avoir fait assez pour transformer les indépendances de Yuré, auxquelles les pays ont accédé en 1960, en indépendance réelle. Qu'est-ce que vous diriez à cela, à ces personnes qui pensent cela? J'aimerais commencer par vous, Madame Herzberger-Fofana. Merci beaucoup pour toutes les présentations que vous avez faites. Et donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Il est vrai que l'indépendance, au moment de l'indépendance, nous avons constaté dans toute l'Afrique un sursaut politique, un sursaut culturel, parce que l'Afrique se libérait tout simplement du joug colonial. Ça, c'était un premier point. Bien sûr, les pays ont hérité aussi d'une ordonnance coloniale, un certain héritage, et il a fallu donc intégrer tout cela, y compris, c'est ce qui est aussi important à mon avis, il a fallu aussi intégrer les injustices, tout ce qui faisait partie de ce passé-là, que l'on voulait rayer d'un coup, mais en fait, ça n'était pas possible. Et il y a eu des conséquences et des séquelles. Et ces séquelles-là
d'une certaine façon, elles sont restées. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi, après 60 ans, il n'était pas possible tout de suite de pouvoir tout changer, de s'attendre à, comme si on avait un bâton magique, et tout de suite après, on aurait un nouvel ordre politique, un nouvel ordre économique. Donc, pour moi, je dois dire, 60 ans après, c'est une date peut-être ponctuelle, mais c'est aussi un déclencheur qui a permis aussi de nouvelles synergies. On a des nouvelles synergies qui se sont créées avec l'Europe. Il y a eu donc ces liens très forts qui existaient déjà d'une certaine façon, disons, d'une façon assez imposée, oui. Et maintenant, on se met, au bout de ça, 60 ans, à revisiter tout le passé, ce qui explique aussi que beaucoup de questions se posent. Vous avez par exemple cette discussion autour de la monnaie, c'est le grand problème, la discussion autour de la monnaie, autour du franc CFA, qui 60 ans après est encore en vigueur, et aussi les grandes discussions que nous avons, c'est ce que l'on appelle la restitution des arts, excusez-moi, la restitution de tout ce qui est art qui a été envoyé dans des pays. Ce sont bien sûr, ces œuvres d'art ont été en général pillées, prises, dérobées, et on les retrouve partout en Allemagne. Mais ce qui est dans toute l'Europe, pas seulement en Allemagne, en France, même si si j'extrapole aux États-Unis. Et le problème que l'on a probablement, c'est que malgré tout, après 60 ans, on peut dire que les connaissances sur l'Afrique en Europe sont minimes. C'est une chose que j'ai pu constater lorsque j'enseignais, que si je prends le cas de l'Allemagne, par exemple, parce qu'avec la France, c'est une autre politique, très peu de gens en Allemagne savent, par exemple, que l'Allemagne a eu des colonies. Quand vous dites ça, tout le monde ouvre des grands yeux et se dit « mais qu'est-ce que vous me racontez ?» C'est pas possible. L'allemand moyen ne connaît pas et ne connaît pas non plus les tragédies, toutes les tragédies qui accompagnent cette colonisation qui a été la colonisation allemande. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, le grand problème actuellement avec la Namibie, c'est la Namibie surtout, c'est que la Namibie réclame la restitution des ossements humains. C'est une atrocité, je ne veux pas revenir là-dessus. Et je pense surtout à une question, enfin, à une conférence à laquelle j'ai assisté il y a 2 ans, au moment où l'Allemagne rendait une partie de ses ossements humains et qu'un jeune dans la salle demandait à une activiste namibienne, et disait « mais ne pensez-vous pas que l'Allemagne fait une politique de développement très aiguë? La Namibie est le pays d'Afrique qui perçoit le plus d'argent de l'Allemagne. Est-ce que cela ne compense pas, en fait, tout ce qui s'est passé ?» Et moi, la réponse de la jeune activiste namibienne m'est restée encore aujourd'hui dans la tête, et elle a répondu, c'est exactement comme si, par exemple, vous preniez une très bonne confiture maman, faite maison, très bonne, et que vous la mettiez sur une tartine de pain. C'est donc dire que ce n'est pas en question d'argent que les choses se monnaient, mais c'est d'abord en question de sentiment, de cœur et d'humanité. Et c'est cette humanité que nous essayons actuellement, au moins notre parti, que nous essayons d'intégrer dans nos rapports avec l'Afrique qui est d'ailleurs notre continent voisin, le premier continent, comme on dit toujours en Allemagne, Nachbarschaft, notre premier continent. Et c'est cette humanité que l'on souhaite continuer, et surtout que les relations avec l'Europe deviennent des relations, on espère, d'égalité. C'est dans ce sens-là que nous travaillons. Mais je pense que ma collègue a encore plus à dire, puisqu'elle a vécu les premiers. Enfin, elle était déjà au Parlement avant, et peut-être qu'il y a un changement, je ne sais pas. À toi, Cécile. Merci. Je vous donne la parole, Madame Cécile Kienge. Que pensez-vous de cette question? En 60 ans, on aurait peut-être pu faire mieux pour le rééquilibrage de relations et pour la correction du cadre colonial que beaucoup estiment encore trop fort dans les relations. En tout cas, permettez-moi d'abord juste quelques mots, mais je voudrais
remercier l'honorable Fofana, Madame Pierrette, et puisque ça a été une très bonne idée de pouvoir réaliser ce webinaire ensemble. Et je crois que les gens attendent ça. Les gens veulent voir des femmes qui continuent, des femmes capables de se mettre ensemble, de pouvoir faire bouger les choses et surtout d'être un modèle aussi en quelque sorte pour les jeunes générations. Nous sommes là, Pierrette, et je crois que c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Où qu'on soit, on doit se rendre compte que tout ce qu'on doit faire, nous sommes suivis. Donc, je ne pouvais pas manquer de pouvoir te remercier et qu'ensemble, on puisse continuer dans cette direction. Bon, je rentre à la question. Je remercie aussi M. Boniface. Je crois que si je dois répondre à cette question, je dois partir par rappeler que l'Afrique n'est pas homogène. Oui. Donc, là où nous sommes en train de parler du continent africain, il y a eu des changements, il y a des comportements qui ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Et donc, je peux dire, d'un côté, oui, les gens ont quand même, c'est-à-dire l'opinion publique a quand même raison de pouvoir dire qu'il y a une certaine néocolonisation et ça se justifie aussi par la qualité des rapports que certains pays d'Afrique, voire même certains dirigeants d'Afrique, ont avec leurs homologues européens. Et ça peut induire à penser que nous sommes passés de la colonisation à la néocolonisation. Mais au fait, si on part regarder, et en particulier tous les rapports entre l'Europe et l'Afrique, on voit que l'Afrique est en train de bouger. On ne doit pas simplement rester à l'apparence, l'Afrique bouge. Et comme je disais avant, la nouvelle classe politique semble prendre conscience de ses responsabilités. Et donc, d'un côté, on vit dans un monde globalisé, et c'est un monde globalisé où nous devons apprendre à dialoguer avec tout le monde. On ne peut pas dire aujourd'hui l'Afrique doit être autonome, soit se décoloniser et donc s'isoler. Non, le monde a changé et l'Afrique aussi doit entrer dans cette perspective. On vit dans un monde globalisé où nous devons apprendre à dialoguer avec tout le monde en utilisant les instruments du multilatéralisme, mais aussi les instances à notre disposition. Aujourd'hui, par exemple, si nous sommes ici, si on veut parler du changement et que doit faire l'Afrique, et là où on peut avoir beaucoup d'influence, c'est sur les accords de Cotonou. Les accords de Cotonou, et je suis sûre qu'après, quand on va en parler avec vous, et on pourra donner un peu plus de détails. Mais je voulais juste vous faire comprendre que si on doit faire voir les changements qu'il y a aujourd'hui, on doit aussi regarder tous les cas de partenariat dans lesquels l'Afrique a des rapports, des relations avec d'autres pays. Et on a les accords de Cotonou, on a l'agenda 2030, on a aussi des instances internationales telles que les Nations Unies, l'OMS et l'OMC. Et vous savez que toutes ces organisations aujourd'hui ont à leur tête une personnalité africaine, d'origine africaine. La plupart. Merci. Merci beaucoup. Vous avez épinglé l'accord de Cotonou ou les négociations autour de Cotonou. C'est aussi la question que j'aimerais que nous puissions discuter maintenant. Lorsque nous regardons au moins les textes que nous avons jusqu'ici, c'est quelque chose qui se négocie encore. La conclusion est annoncée pour bientôt. Mais de ce que nous avons déjà, nous pouvons constater que lorsque nous prenons par exemple le domaine du commerce, pour moi c'est quelque chose de très révélateur des rapports entre l'Afrique et l'Union européenne. Vous avez dans les textes tels que nous les avons maintenant une volonté affichée de dire les deux parties vont se référer au cadre qu'ils ont déjà et ils vont approfondir les relations commerciales, ils vont approfondir le cadre de coopération pour encourager les investissements et tout ça. Alors, le problème, c'est peut-être celui-ci. L'un des thèmes majeurs de Cotonou, c'était les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques.
dans l'actuel cadre de négociation post-Cotonou, on fait comme si c'était quelque chose de réglé et qu'il faut s'appuyer sur ça pour regarder de l'avant. Mais la réalité est que ça reste un conflit. Ça reste un conflit parce que pour beaucoup de pays africains, c'est un problème. Pour beaucoup de régions, les APE, les accords des partenariats économiques, ne sont pas encore une réalité. Et donc, c'est révélateur de relations parce que vous avez parfois cette tendance à vouloir trop parler du futur et à taire les sujets qui fâchent. Et parmi les sujets qui fâchent, vous avez les APE, vous avez peut-être aussi les questions des migrations. Madame Kienge, vous avez commencé à parler de ces accords de Cotonou qui se négocient maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance dans cette construction du partenariat à vouloir taire les sujets difficiles, les sujets qui fâchent? Bon, et je crois que vous avez parlé des accords commerciaux et aujourd'hui, ces accords-là sont un peu résumés dans les APE. C'est-à-dire, c'est un des points qui, en ce moment-ci, risque de créer un peu de problème dans la révision, c'est-à-dire le renouvellement de ces accords. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque c'est depuis 2015 que nous sommes en train d'y travailler. L'Union européenne et les ACP n'ont pas eu une même vision. Donc, il a fallu beaucoup de rencontres. Il a fallu un parcours très intense pour essayer d'arriver de toute façon à un cadre qui devrait normalement être en vigueur après décembre 2020. Les APE aujourd'hui ne sont pas adoptés par tous les pays, c'est-à-dire ne sont pas tous les pays qui ont accepté ces APE, mais même si la Commission européenne a beaucoup poussé pour que ces accords-là puissent entrer en vigueur. On s'est battu pour faire comprendre, c'est-à-dire on a beaucoup lutté pour faire comprendre qu'il faut aborder la question du commerce au niveau régional. Puisque si on doit aller avec chaque pays, si on doit regarder aussi les petits producteurs, ils sont perdants dans ces accords. Donc, il faut un cadre régional avec une approche régionale qui pourrait en quelque sorte protéger, sécuriser aussi les autres pays qui sont assez faibles. Et donc, dans ces accords, je crois qu'aujourd'hui, les pays africains feraient mieux de mieux revoir tous les points. Puisque si on parle des accords de Cotonou, il faut premièrement se rendre compte que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre n'ont pas une idée claire peut-être de ce que ça signifie ces accords. C'est un des partenariats les plus importants qui constitue et qui regarde et qui concerne un 5e de la population. Et donc, je crois qu'il faut aussi donner certains éléments pour essayer de faire comprendre dans quelle direction, sur quel point on pourrait changer. Donc, ce traité qui a été fondé au début entre 15 pays et qui actuellement est entre 27 pays et de l'Union européenne avec les pays ACP, devait terminer au mois de février 2020. Mais avec le Covid, c'est un des thèmes, je crois, qu'on abordera aussi le long de ce webinaire avec le Covid. Et malheureusement, ça n'a pas pris terme en février 2020 et ça a continué. Ça permet à l'Afrique de pouvoir revoir beaucoup de points. Puisque s'il y a un point sur lequel l'Afrique devrait aujourd'hui se concentrer, c'est sur la crise économique. Et comment aborder la crise économique? Comment regarder au-delà de la crise économique qui va venir? C'est à travers tous ces partenariats. Et donc, moi, je touche les accords de Cotonou. C'est là où il faut revoir même les points qui avaient été, c'est-à-dire les compromis qui avaient été trouvés, puisque ça expire au mois de décembre 2020, puisque l'Afrique devrait commencer à voir dans le futur comment se rendre autonome, indépendant de certaines relations. Puisque le fait qu'il y a un fonds économique le fonds économique de développement
était presque totalement à disposition de l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique devrait commencer à se donner les moyens, comment se rendre autonome économiquement, car si on parle de la néocolonisation, ce n'est pas seulement politiquement parlant, c'est économiquement parlant aussi. Mais je touche un dernier point qui peut-être sur lequel on rentrera, c'est sur la partie culturelle, la partie de l'éducation, sur laquelle l'Afrique doit se donner les moyens pour partir de là et changer tous les aspects politiques et économiques. Merci beaucoup. Madame Herzberger-Fofana, vous êtes dans le Parlement maintenant. Quelle est votre approche de ce qui se passe autour des accords post-Cotonou par rapport à ce constat que je fais que, à mon avis, l'approche en ce qui concerne les questions commerciales donne l'impression qu'on construit sur quelque chose d'établi, alors que cet établi est encore un conflit. Alors, je tiens à dire que notre parti, les Verts, nous avons une autre approche. Et notre approche, c'est d'abord d'écouter notre partenaire. Nous ne venons pas avec un programme fait, nous ne voulons pas imposer. Et là, je pense qu'il y a ce qu'on appelle tout simplement le bon sens, que parfois, il faut faire preuve de bon sens dans les relations commerciales, dans les relations économiques. Je vous prends comme exemple, tout simplement, l'Union européenne exporte en Afrique, par exemple, des pesticides qui, en Europe, sont interdits. Si ces pesticides sont interdits en Europe, il faut tout faire pour qu'ils n'arrivent pas non plus en Afrique sous le couvert de développement, que si vous les utilisez, vous aurez une meilleure récolte et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est déjà un point. J'ai eu très souvent, les derniers temps, avant le Covid, comme Madame Kinyangé l'a dit tout à l'heure, le Covid nous a vraiment bloqués tous puisque nous étions en pleine négociation. Et à ce moment-là, j'ai eu souvent des pasteurs, des gens qui sont venus d'Afrique me voir en me disant, s'il vous plaît, regardez, revérifiez vos accords, nous avons un grand problème. Je prends la question du lait en poudre. C'est un problème très, très grave lorsque des pasteurs disent que le lait local, par exemple, n'est pas, le lait local est vendu beaucoup plus cher, tout simplement, parce que l'Europe prend le lait local, le dégraisse, le renvoie en Afrique et il coûte presque rien. Je peux vous donner un exemple très simple. Moi, j'étais il y a 2 ans au Sénégal. Vous voyez ces petits sachets-là de lait en poudre qui coûtent l'équivalent, je crois, de 10 cents. C'est rien du tout. Alors, il faut justement que ce qui est tout ce que on veut faire, tous ces accords-là, il faut aussi qu'on le voit dans un autre prisme, le prisme de nos partenaires, ce qui peut être bon pour eux, que ce soit eux d'abord qui aient le privilège de pouvoir nous le dire, comment ils voient ces accords-là et qu'est-ce qu'ils en veulent. Il est évident que lorsqu'on fait des accords commerciaux, des traités quelconques, chacun tire un peu, je dirais, la couverture de son côté pour pouvoir le plus grand avantage. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que nous autres, au moins, je dois dire, notre parti, ma fonction en tant que vice-présidente de cette commission-là, nous ne travaillons pas dans ce sens-là et nous pensons aussi qu'il est temps, comme l'a dit Cécile, que vraiment les pays africains aussi aient leur propre agenda, qu'ils aient un agenda qui soit un peu plus, peut-être pas plus fort, mais un agenda qui soit vraiment établi sur la base de ce que ça peut apporter au peuple, aux populations. C'est un agenda et je pense que cela, c'est très important. Et aussi, une chose qui est pour moi, au niveau des APE, c'est qu'il ne faut pas non plus que nous subordonnions toujours l'aide au développement. Il ne peut pas que ce soit subordonné à la politique ou à l'agenda qui est en vigueur ici. Et ça, c'est parfois aussi un problème parce qu'il faut un peu faire des compromis, il faut voir comment réussir finalement à faire un accord APE qui soit valable pour les deux parties, que les deux parties
puisse être satisfait à la fin. Et ça, c'est où est-ce que nous avons les problèmes. En ce moment, il y a des points épineux, il va falloir encore en parler, même si l'on dit tout le temps, oui, post-Cotonou, c'est presque à 90%, 95%. Non, nous avons la possibilité encore de faire des amendements, nous avons encore la possibilité de changer. Et c'est aussi dans ce sens-là que le feedback que l'on a de l'Afrique peut nous aider aussi à aller dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que c'est une bonne nouvelle d'apprendre que la possibilité est encore donnée de faire des amendements. Ça permettrait peut-être de prendre en compte le fait que les APE ont révélé aussi une chose sur le continent, c'est que le continent africain est capable de résister. Au moins, il y a des régions jusqu'aujourd'hui qui ont montré, et il y a des pays qui ont montré qu'ils peuvent résister aux pressions de l'Union européenne. Et donc, si les amendements peuvent aider à ce que l'accord de Cotonou ne puisse pas briser les acquis que ces pays ont mis en place par cette résistance, ça serait, je pense que dans le cadre du rééquilibrage de relations, un pas en avant. Avant que je ne prenne notre prochaine question, notre prochaine dimension de réflexion, nous avons une première liste des pays qui sont représentés ici et de lieux. Nous avons Boston aux États-Unis, Nouakchott en Mauritanie, quelqu'un a écrit simplement Allemagne, Belgique, et puis nous avons Stuttgart en Allemagne, Neuwied, non loin de Koblenz en Allemagne. Il y a une personne qui dit qu'elle participe de l'Allemagne, mais elle aimerait bien qu'on souligne qu'elle est d'origine rwandaise. Et puis, d'Erlangen, en Bavière, qui sont ici, de Nuremberg, en Bavière, de Bonn, et puis de la République démocratique du Congo. Il doit y avoir aussi l'Italie, hein, Monsieur Boniface? C'est possible que l'Italie soit sur la deuxième liste que... Ah, bah oui, ok. Ça, c'est la toute première. Oui. Alors, nous allons passer à une autre question que je trouve aussi importante. Nous faisons ce webinaire cette année qui a aussi été marqué par les événements tragiques autour de la mort de George Floyd aux États-Unis. L'actualité, c'est aussi les élections qui se préparent là-bas, qui font peur. Quelqu'un me disait quelques jours qu'il n'aurait jamais imaginé que les élections aux États-Unis suscitent autant de peur que dans certains autres pays du monde. Mais la question que j'aimerais discuter ici, c'est celle-ci. Ce qui a marqué cette actualité, c'est la question du racisme. Le racisme qui a été créé, comme on le sait, pour justifier l'exploitation dans le cadre de l'esclavagisme, mais aussi dans le cadre de la colonisation. Et il y a des voix qui se demandent, lorsque maintenant on dit, à cause de cette nouvelle dynamique autour de la question du racisme, qu'il faut regarder la dimension structurelle, institutionnelle, et ne pas s'arrêter au rapport interpersonnel, il se pose la question de savoir est-ce que le racisme est encore une dimension qui marque aussi les relations entre l'Afrique et l'Europe. J'aimerais commencer par vous, Madame Herzberger-Fofana. Merci. Donc, les relations de l'Europe et de l'Afrique ont été toujours basées. D'abord, la base, a été le racisme. La colonisation, c'était ça, c'était la domination coloniale. Donc, c'est absolument cette question-là. Nous avons eu au moment de l'incident, enfin, l'accident, pas l'incident, l'accident avec George Floyd, il y a eu dans le monde entier, il y a eu des réactions. Le monde entier a réagi, des réactions qui ont été, en général, je dois dire, si je prends le cas de l'Allemagne, c'est une réaction que moi, j'ai trouvée, qui prouvait qu'il y avait un changement dans la perception de ce racisme-là, car nous avons eu pour la première fois, surtout en Allemagne, beaucoup de gens qui ne sont pas
touchés par cette injustice, par l'injustice raciale, et qui ont eu le courage de se lever et de participer aux grandes manifestations. C'est ainsi que nous avons eu toutes ces grandes manifestations, que ce soit à Berlin avec 20 000 personnes, à Munich 25 000, ou même la ville à côté de chez moi, Nuremberg avec 5 000 personnes. Les jeunes actuels sont sensibles à cette question du racisme. Et on a, pour l'Europe, au moins je peux dire, et surtout pour un pays comme l'Allemagne, on sent que non, ils ne veulent plus de cela. Ça, c'est déjà un premier pas, puisque avant, il y a quand même une vingtaine, trentaine d'années, lorsqu'il y avait des manifestations, en général, il n'y avait que des Africains ou que la diaspora. Aussi, ce qui est important, que l'on ne doit pas oublier, c'est que nous avons actuellement en Europe une diaspora. Ce sont des jeunes qui sont nés et grandis ici. Et ils ont beaucoup fait aussi pour que la question du racisme soit mise au premier plan. Et ça, il y a eu les réactions, et les grandes réactions que l'on a pu voir, ce sont non seulement les manifestations, mais aussi le désir de changer. Et comment changer? C'est par exemple de vouloir introduire la question coloniale dans les manuels d'histoire, dans les écoles, afin que les élèves déjà puissent connaître qu'est-ce qui s'est passé. Si je prends par exemple le cas de la Belgique où il y a eu donc aussi ces grandes manifestations et tout ce qui s'ensuit, très peu de gens en Belgique, enfin au moins les élèves, ne savent pas par exemple que le Congo, qui appartenait donc au roi belge, est quand même un pays qui était 80 fois plus grand que la Belgique. Et il en avait fait sa propriété privée. Et l'attitude donc de la Belgique durant toute cette période-là a marqué aussi les gens. Ici, a marqué aussi les lois. Et je pense que les lois actuelles, en ce qui concerne, par exemple, la répression policière, sont aussi des lois des résidus de cette période coloniale. Vous dites que quand on dit oui, le racisme est structurel, parce que ça existe partout. On a le racisme dans toutes les structures, et tant qu'on n'essaiera pas d'enlever toutes ces structures-là, de le combattre au niveau des structures, ça ne changera pas. Et nous avons eu récemment, avec avec la commission, la présidente de la commission, nous avons eu donc une réunion, nous avons eu plusieurs réunions, et où nous avons dit le racisme, il existe, prenons la structure, au niveau des institutions européennes. Il existe partout, et peut-être qu'il faudrait maintenant faire un plan d'action qu'elle a mis dont elle a parlé d'ailleurs, et je trouve que ce plan d'action, moi, m'a vraiment un peu réjoui, parce que nos idées ont été reprises. Par exemple, l'idée d'avoir un coordinateur pour évaluer déjà le racisme au niveau des institutions européennes. C'est le premier plan. Bon, une conférence aussi aura lieu, mais c'est de savoir que dans les structures, dans toutes les structures où l'on retrouve le racisme, ça va être notre travail, c'est notre devoir, non seulement de le combattre, mais de le combattre de telle façon que ce soit aussi pour ceux qui subissent cet acte, les actes de violence, les actes de racisme, qui soient pris aussi au sérieux. Parce que très souvent, lorsque vous subissez un acte, je suppose comme tout le monde, tout le monde a une histoire à raconter de racisme qu'il a ou qu'il n'a pas eu, c'est que non seulement que l'on soit pris au sérieux, mais aussi que ce ne soit pas bagatellisé. Et c'est ça le grand problème, très souvent, c'est bagatellisé. Et je pense qu'en le bagatellisant aussi, vous faites de la victime, vous la réduisez à sa plus simple matière. Donc, vous ne prenez pas, pour vous, ce n'est plus important. Et actuellement, quand je vois comment ça a été, comment on en a parlé avec les Black Lives Matter et tout ce qui s'ensuit, c'est justement parce que ce mouvement-là, qui peut-être a commencé aux États-Unis, a pris d'autres formes dans chaque pays. Et c'est ce qui explique pourquoi de nombreux pays en Afrique se sont ralliés à ce mouvement-là, mais l'ont assimilé
Et si je prends par exemple le cas de la Namibie, on a parlé, là on parle du racisme qui se mêle au sexisme. Racisme et sexisme à ce moment-là ne forment plus qu'une seule matière que l'on doit combattre parce que on ne pourra pas continuer de cette façon-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est toujours la grande question. Que faire pour combattre le racisme? Je crois qu'il faut aussi, je reviens à ces manuels d'histoire que l'on doit changer, parce qu'ils donnent tous une mauvaise image en général des Africains. C'est toujours des caricatures, c'est vraiment, on est toujours ridiculisé. Oui. Et aussi, il y a question toujours du racisme, très court, pour nous en Allemagne, comme vous savez, qu'on laisse les gens parler sur nous et non pas que nous exprimons qu'est-ce que nous avons subi, comment nous le sentons, ce fameux racisme qui existe, que nous subissons, que nos enfants, que la diaspora, que les enfants de la deuxième et de la troisième génération, qui sont donc une diaspora européenne, très souvent ne connaissent pas le pays de leurs parents, mais restent fortement attachés, afin qu'ils puissent être vraiment des citoyens à part entière, ici en Europe, mais aussi des citoyens qui sont reconnus en tant que tels. Madame Kyenge, vous avez été aussi vous avez été au Parlement. Pensez-vous, comme je l'ai souligné au début, que le racisme est une dimension qui doit être adressée pour rééquilibrer les relations entre l'Afrique et l'Europe? Oui, je crois que Madame Fofana a abordé beaucoup de points et sur lesquels je conviens avec elle. Le racisme existe un peu partout, c'est-à-dire en Europe, il existe en Afrique aussi, il existe dans tous les continents et le racisme est structurel. Ce qui est important est qu'on puisse dire que à la base aussi, c'est-à-dire là où on trouve le racisme, il y a souvent aussi des inégalités. C'est comme si il y a une classe qui essaye de se protéger qui essaie de protéger ses propres intérêts en utilisant aussi le racisme pour exclure une bonne partie de la population. Ce qui arrive assez souvent, par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, le racisme a été structurel. C'est comme si cette architecture n'est jamais partie et les personnes qui étaient là avant ont été remplacées par d'autres, mais le racisme est toujours là. Économiquement parlant, les personnes et les inégalités augmentent. Il y a des personnes qui n'ont pas accès à certains services. Et sur ça, on peut le voir un peu aussi dans d'autres pays. Alors, Madame Fofana a abordé le thème de l'Allemagne, mais moi, je peux aussi dire que le racisme est là un peu dans tout le pays. C'est une tentative d'exclure les personnes et une tentative aussi de violer les droits de certaines personnes. Et en ce moment-ci, nous sommes en train de parler de la communauté afro-européenne. Après la mort de George Floyd, il y a beaucoup de personnes, surtout les jeunes, qui sont descendus dans la rue pour dire trop c'est trop. Et il faut essayer de lutter contre le racisme. On a beaucoup travaillé et maintenant, on passe le flambeau à ceux qui sont au Parlement européen de continuer le travail, puisque le racisme est aussi dans les institutions européennes. Le racisme est dans toutes les institutions. C'est aux députés de pouvoir travailler, de se donner les moyens, les instruments, de travailler d'une façon capillaire, profonde, un peu dans toutes les institutions, dans tous les dossiers, et de pouvoir détecter là où il y a ce fléau. Puisque si on n'arrive pas à enlever ce fléau de toutes ces institutions, même les rapports avec d'autres continents, les rapports avec l'Afrique, le rapport avec de partenariat avec d'autres continents sera toujours taché un peu de ce fléau. Et donc, à votre question, quand vous m'avez posé, est-ce que ça peut avoir une influence sur le partenariat Union africaine, Union européenne? Bien sûr, je crois que c'est sur ça aussi qu'il faut travailler. On ne doit pas l'exclure des différents partenariats.
c'est un argument qui doit être inclus. Et s'il y a des amendements qu'on doit mettre là-dedans, puisqu'il n'y en a pas, Madame Fofana, et il faut nécessairement que le groupe Hardy, mais aussi les autres députés, puissent regarder aussi dans les accords de Cotonou si c'est possible de pouvoir renforcer la partie sur les droits de l'homme, puisque on a voté une résolution en 2016 sur les accords de Cotonou et on avait demandé à ce que chaque secteur, surtout le secteur économique, mais il y a aussi d'autres parties, puisse être renforcé par le respect des droits de l'homme. Et donc, je crois que le racisme, c'est un des thèmes qui doit aussi faire partie de tous ces parcours. Je voudrais juste peut-être ajouter quelque chose. Oui, avec Hardy, nous avons fait un travail, je pense, qui a été quand même énorme, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous allons avoir pour la première fois ici au Parlement, nous allons avoir dans une institution européenne un coordinateur contre le racisme, qui va travailler sur le racisme. Ça, c'est déjà notre première victoire, si je veux. C'est vrai, c'est vraiment une victoire parce qu'il a fallu vraiment faire du plaidoyer. Et la dernière fois que l'on s'est rencontré avec la présidente, avec Mme von der Leyen, c'était le 28 juillet. Et vous voyez, du 28 juillet, quand même, dans sa déclaration sur l'état de l'Union, elle en a parlé. Il est évident que certains pays, surtout les anciennes puissances coloniales, l'Allemagne, enfin, non pas la France, l'Angleterre, l'Allemagne aussi et l'Italie. L'Italie maintenant a connu ce racisme, surtout je pense avec la migration. C'est surtout la migration qui a augmenté cette tendance-là. Et nous, vraiment, avec Hardy, nous faisons tout pour que ce soit inclus. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, nous allons regarder encore les accords de partenariat, tous les accords, et où est-ce qu'on pourrait les inclure. Parce que très souvent, c'est vrai, on a tendance à se focaliser sur certains sujets et à laisser l'autre. Moi, je dis toujours les thèmes à conflit. Alors, il y a plusieurs thèmes à conflit. Parmi les thèmes à conflit, ce sont, par exemple, la migration, le genre, les femmes et donc le racisme aussi. Et évidemment, je crois que nous avons là encore du pain sur la planche, hein, beaucoup encore à faire et nous allons encore beaucoup travailler dans ce sens-là. Et évidemment, nous avons plus ou moins aussi passé le flambeau aux jeunes. Et ce qu'on a vécu après George Floyd, ça a été ce renouveau, ce sursaut de tous les jeunes aussi. On ne doit pas exclure. Tous les jeunes se sont, quand même pour une fois, se sont mis ensemble. Et ça, je trouve que c'est quand même un point en avant. Merci beaucoup. J'aimerais souligner et communiquer à toutes et à tous ceux qui nous suivent que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions et commentaires à travers le chat. Il y a quelques commentaires qui arrivent déjà et que nous allons lire au moment opportun. Mais maintenant, j'aimerais profiter de cette dernière question pour passer à un autre élément qui pourrait influencer les rapports entre l'Afrique et l'Union européenne. C'est le fait que le continent africain n'est pas qu'en rapport avec l'Union européenne. Le continent africain se trouve, si on peut le dire comme ça, convoité aussi par d'autres puissances, par des puissances établies comme les États-Unis, mais aussi par des puissances émergentes, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie et même des pays comme la Turquie sont de plus en plus actifs à travers le continent. Et certains pensent que ces activités de nouveaux partenaires pourraient influencer les relations Afrique-Union européenne en ceci qu'ils offrent une opportunité pour les pays du continent de diversifier leur partenariat. Et c'est intéressant de voir que du côté européen, souvent, lorsqu'on observe les activités d'autres pays qui sont nouveaux sur le continent, le premier reproche qu'on entend, ne vous laissez pas coloniser par la Chine.
quel est votre avis à cette discussion autour de la nécessité de la diversification des partenariats et ce reproche du danger de la colonisation à travers une nouvelle puissance? Je veux commencer. Cette fois-ci, je laisse ça ouvert. Tu y vas, Cécile? Madame Kinyenge, oui? Ah, OK. Oui, je pourrais reprendre après. Ça va, ça va. Oui, oui. Oui, donc Partenariat avec ma la Chine. réponse est oui, c'est-à-dire l'Afrique est libre de nouer des relations avec Exactement. différents partenaires. Sur ça, moi, je crois que nous sommes tous d'accord, Oui. puisque si on parle d'indépendance, on a parlé du début jusqu'aujourd'hui de l'indépendance d'un continent, de tous les pays, et donc ils doivent être aussi indépendants du point de vue politique, de prendre leurs responsabilités, de décider avec qui nouer des relations de partenariat. Et sur ça, ma réponse est carrément oui. D'ailleurs, j'encourage l'Afrique à continuer dans cette direction, puisque le problème n'est pas ne pas avoir de relations avec des relations de partenariat. C'est même pas le fait des accords qui en découlent, mais c'est la capacité d'un continent et de ses dirigeants d'être à la hauteur de ces grands défis pour son futur, c'est-à-dire de travailler pour un développement soutenable du continent qui devait profiter premièrement pour les Africains eux-mêmes. Et j'ai beaucoup apprécié avant quand Madame Fofana parlait aussi des produits qui venaient de l'Europe, qui terminaient en Afrique. Mais moi, je crois que là, c'est la capacité d'un pays, de ses dirigeants, de ses leaders, de pouvoir protéger le continent. La responsabilité de ces dirigeants d'une classe politique, et c'est de regarder la qualité aussi des rapports et des accords qui sont noués avec les autres continents. Donc, travailler pour un développement soutenable du continent, il y a un programme très riche. L'Afrique a un agenda, c'est l'agenda 2063, qui est très riche et qui montre que l'Afrique est à la hauteur de pouvoir travailler pour aller au-delà. Bon, maintenant, ce qui est là, c'est de passer concrètement et de voir comment être au service de la population. La qualité de ces accords doit se faire dans le respect des droits de l'homme. Ces accords doivent s'inscrire aussi dans des instances internationales. Mais je crois que la première chose sur laquelle je dois insister, c'est toujours de regarder le peuple, la population. Oui. Est-ce que les gens, avec tout ce que nous sommes en train de dire ici, avec tous ces accords dont nous sommes en train de parler, oui, ils mangent avec combien de dollars par jour? Les gens touchent combien par mois? Et les dirigeants, les leaders politiques doivent aller dans ces détails. Si on veut que l'Afrique se développe, on doit y aller avec tout le monde, avec chaque personne. Oui. Et si on laisse des gens derrière nous pour courir dans une direction, je crois qu'on n'ira pas très loin. Et donc, la première chose, c'est de regarder derrière et de voir dans quelles conditions est en train de vivre la population dans sa propre terre natale. Oui. Moi, je pourrais m'arrêter ici pour pouvoir ajouter aussi quelque chose après. Voilà, merci beaucoup. Avant que je donne la parole à Madame Herzberger Fofana, nous avons une deuxième liste de pays. Et là, effectivement, l'Italie est là-dedans. Ah. La ville de Trento, la ville de Trento, Okay. en Italie. Et puis, nous avons Bruxelles, en Belgique, de nouveau. Et puis, de nouveau, l'Allemagne. Alors, nous avons un commentaire qui va aussi dans le sens de ce que vous venez de développer tout à l'heure. C'est Madame Annette Colli qui dit qu'il est important de toujours analyser qui négocie, donc que ce soit avec les pays européens, qu'avec la Chine, les États-Unis et les autres, et dans quel intérêt c'est négocié. Est-ce que les intérêts des populations sont effectivement pris en compte ou ces intérêts sont laissés de côté? Et je pense que c'est une question importante parce que, et c'est ça que je donne à votre appréciation, Madame Herzberger Fofana,
la concurrence entre les différents pays qui deviennent actifs maintenant en Afrique ne peut profiter au continent que si l'Afrique a un concept clair de lui-même, que les différents pays disent quelle potentialité ils ont, de quoi ils ont besoin pour développer ces potentialités et quel type de rapport ils veulent développer aussi bien à l'Europe, aux États-Unis qu'à la Chine. Et je pense que c'est ce concept qui définit, comme Madame Colli le souligne, les intérêts de la population. Sinon, la population se retrouve en fait compte marginalisée au profit de ceux qui mènent les négociations, que ce soit avec la Chine qu'avec l'Union européenne. Oui, alors je voudrais revoir sur le problème de la Chine. Il est vrai que on sait actuellement que la Chine a vraiment pignon sur rue, elle est vraiment en Afrique, elle s'est installée, elle est là, mais je trouve un peu présomptueux lorsque on dit on va être recolonisé par la Chine. Non, on ne va pas, l'Afrique ne va pas être recolonisée par la Chine parce que d'abord les populations ne veulent plus de cela et ce que les populations sont bien sûres, elles sont conscientes que si la Chine vient à maintenant des rapports, c'est qu'elle a aussi des intérêts. Et c'est dans ce sens-là que je pense que les dirigeants aussi doivent travailler. Évidemment, ils voient aussi leurs intérêts. Et bien sûr, comme l'a dit Mme Kinyenge, on ne peut pas imposer à qui que ce soit d'être un ami ou de ne pas être un ami ou un partenaire. Et si les dirigeants africains décident maintenant de travailler avec d'autres partenaires, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, dans le cas de la Turquie, pour le cas du Sénégal, que je connais un peu mieux, je sais qu'il y a de très grands rapports qui existent maintenant sur le plan économique. Et il ne faut pas non plus oublier que la Turquie et certains pays d'Afrique ont développé des relations diplomatiques ces dernières années, mais ces relations diplomatiques ont aussi, je dirais, un rapport un peu humain qui est la religion. Et ça, c'est aussi important. La religion islamique, enfin musulmane, d'essence sunnite, rapproche aussi l'Afrique à la Turquie, qui joue aussi sur ce registre-là pour avoir des accords commerciaux, purement commerciaux, et pouvoir investir. Alors, c'est toujours la même chose. Hein. Les dirigeants, comme on dit, les dirigeants n'ont pas vraiment des amis, mais ce sont des rapports commerciaux. Et je pense que l'Afrique, actuellement, a développé ses rapports avec d'autres pays parce qu'elle voit aussi son avantage. Et quand on voit les grandes infrastructures, par exemple, que la Turquie a fait récemment, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été faites, de nouvelles infrastructures dans énormément de pays, que ce soit par exemple au Cameroun, il y a un complexe sportif qu'elle a créé, hein, qu'elle a vraiment créé, ou bien à Djibouti, la mosquée et tout ce qui s'ensuit, tout cela, parce qu'aussi, pour le cas de la Turquie, au moins, son adhésion à l'Union européenne est quelque chose d'un peu lointain. Hein, ce ne sera pas demain que cela va se passer. Mais, comme je pense aussi, lorsque les pays africains nouent des relations avec les autres, ils doivent, je le disais aussi déjà tout à l'heure, ils doivent toujours avoir en tête leur agenda. Et leur agenda, c'est que le développement soit bénéfique aux populations. Et c'est ce qui arrive malgré tout, que l'on soit pour ou contre, que ce soit la Chine qui construise, que ce soit la Turquie, la Corée ou quel que soit le pays, ça a quand même un impact direct. Et c'est cet impact-là que la population voit et qu'elle soutient. Et comme elle soutient cela, je comprends très bien que les dirigeants africains choisissent aussi de nouveaux partenaires et ça n'a rien à voir avec l'ancien partenaire, avec l'Europe, on peut continuer à travailler avec l'Europe, mais aussi avec des gens qui en un laps de temps ont vraiment créé de nouvelles infrastructures qui sont visibles. Et ça n'a pas été fait. Ça a été peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, la faute, l'erreur, qu'est-ce que je sais, de l'Union européenne. Il y a peut-être de l'argent qui a été donné, mais vous savez, la population, elle voit le concret. C'est ce qu'elle voit qui compte.
Si, par exemple, au Sénégal, on voit qu'il y a eu un nouvel aéroport qui a été construit, on dit, ah, bon, voilà, ils ont construit, il y a un nouvel aéroport qui a été construit. Si à Douala, on voit ce Je suis complexe obligé de sportif, vous arrêter, malheureusement. oui, ok, enfin, donc, tout ça pour dire Merci. que Mais je pense que l'être humain, les gens sont libres de choisir avec qui ils ont leur rapport. voilà, je pense que le message Voilà. est passé. Voilà. Maintenant, nous avons une question assez concrète qui vient du chat, mais que j'aimerais vous poser à la fin. Ça concerne surtout Madame Herzberger-Fofana. Avant d'y arriver, une question concrète à Madame Cécile Kienge. Lorsque nous avons parlé pendant la semaine pour préparer ce webinaire, parlant du contexte actuel qui concerne le monde entier, Covid-19, vous avez dit que cette pandémie peut constituer une chance pour l'Afrique de réfléchir sur les moyens à se donner pour une indépendance réelle. Et votre point de départ était de dire la crise sanitaire qui avait été pronostiquée de partout, la grande catastrophe sanitaire qui avait été annoncée n'est pas arrivée, mais le continent a une crise économique très réelle, mais que dans cette crise économique aussi, il y a une certaine chance de réfléchir sur les moyens à se donner pour une indépendance réelle. Est-ce que vous pouvez développer cette pensée encore? Oui, et exactement, puisque dans plusieurs discours, même quand vous parlez avec des amis un peu partout, tout le monde se réjouit du fait que, au fait, cette catastrophe sanitaire qui avait été prédite par l'OMS n'est pas arrivée. Mais moi, je crois que le problème n'est pas là. Et surtout pour les dirigeants africains, pour beaucoup de pays africains, c'est l'opportunité pour pouvoir regarder et tourner le regard de l'autre côté. C'est-à-dire commencer à regarder la crise économique qui pourrait frapper d'ici là très fort. La crise économique, et si elle est là, c'est à cause aussi, jusqu'aujourd'hui, des rapports que l'Afrique a toujours eus avec d'autres pays. Bon, prenons l'exemple du Fed, par exemple. 2014-2019, on a eu, par exemple, 30 milliards, c'est-à-dire c'est le Fonds économique de développement qui est mis à disposition pour des projets et pour la plupart en Afrique. Avec la crise économique, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est-à-dire la crise sanitaire est au nord de la planète, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres continents. Il y a les nationalismes qui commencent à pousser et qui deviennent très forts. Les pays s'enferment et ne veulent plus, c'est-à-dire cette forme de solidarité n'est plus tellement poussée. Si vous regardez un pays comme l'Italie qui a été beaucoup touché, il doit aussi regarder son budget avant de mettre de l'argent dans le Fed. Le Fed ne fait pas partie du bilan de l'Union européenne. Le Fed est à part. C'est-à-dire les pays européens peuvent mettre une contribution dans ce fonds, disons dans ce fonds économique de développement. L'Afrique est touchée par la crise économique puisque tous ces rapports qu'il avait avec d'autres pays et la plupart de ses partenaires aujourd'hui sont touchés par le Covid. Et c'est le moment où les dirigeants ne doivent pas se réjouir simplement du fait que l'Afrique n'a pas été touchée par le Covid, mais ils doivent commencer à regarder quelles pourraient être les solutions, quels pourraient être les moyens, les instruments qu'ils doivent mettre à disposition pour ne pas subir cette crise économique qui pourrait être plus grave que la crise sanitaire en ce moment-ci. Alors, premièrement, moi je crois qu'il faut commencer à regarder la qualité, et je crois que Mme Fofana sera très contente puisque je fais un saut qui semble aller dans une autre direction, mais je crois que c'est le problème principal pour l'Afrique, la qualité de l'éducation, puisqu'on doit commencer par là, on doit commencer par les jeunes, on doit commencer par accompagner les jeunes. Nos leaders qui sont aujourd'hui, qui sont là, qui occupent des places en Europe, en Afrique et par ailleurs,
ce sont des personnes qui ont eu une certaine éducation. Et si l'Afrique ne se donne pas les moyens en commençant par l'éducation, par l'école, c'est le futur de son continent aussi qui est mis en jeu. Et donc aujourd'hui, moi je crois que la crise sanitaire qui est en train de frapper une partie de la planète et qui ne touche pas l'Afrique est une opportunité pour l'Afrique pour revoir un peu aussi son économie, son développement et revoir aussi et renforcer aussi son autonomie et même ses accords quand ils se mettent à négocier les accords, c'est-à-dire les accords de force. Ils savent qu'en ce moment-ci, l'Afrique peut dire quelque chose. Il peut se libérer de certaines relations, il peut se libérer de certains accords qui nuisent au continent. Et donc, moi, je suis sûre que le Covid pour l'Afrique, la crise sanitaire pour le monde, peut être une opportunité pour l'Afrique pour regarder dans une autre direction. Merci beaucoup pour cet appel. Je pense qu'il passe bien, cette nécessité pour les pays africains de regarder leur propre potentialité et de voir les dangers qui se donnent lorsque les chaînes de production mondiales sont dominées par des égoïsmes, comme on l'a vu pendant cette période de Covid. Et lorsque nous discutons de cette question, je pense que c'est l'occasion d'apporter ici un commentaire qui vient du chat de M. John. C'est le seul nom que j'ai ici. C'est vraiment intéressant parce qu'il nous rappelle qu'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui marque les 33 ans de la mort ou de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, quelqu'un qui a justement travaillé dans le sens de l'autonomie de l'Afrique. Sankara était convaincu. On n'est pas obligé comme Africains d'aller demander l'argent à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Nous pouvons nous concentrer à faire ce que nous pouvons faire par nos propres moyens. Nous pouvons faire l'autosuffisance alimentaire. Merci beaucoup, M. John, pour ce rappel. Raison. Oui. Je pense que ça passe très bien. Et la question, la pensée que vous avez développée est reprise aussi dans une autre question qui est formulée par M. Essam, qui vit avec nous ici en Allemagne, qui travaille chez IBM. Et c'est la question que j'adresse à Mme Herzberger-Fofana. Essam se demande si le Covid ne nous apprend pas aussi qu'il serait peut-être nécessaire pour l'Afrique de se refermer sur soi-même, de faire une sorte de protectionnisme comme d'autres l'ont fait pour pouvoir établir de bonnes bases de l'ouverture aux autres. Est-ce que ce n'est pas ça la leçon aussi à tirer de cette crise de Covid-19 ? Bon, je ne parlerai pas de se refermer, moi je dirais plutôt de développer ses propres capacités. C'est ça qui est plutôt important. Et je pense que c'est aussi ce que les pays africains ont fait d'une façon générale. Quand je pense à Madagascar qui a développé donc ce fameux thé, là, je ne suis pas médecin, c'est Mme Kinyanye qui en parlera peut-être, mais que les propres pays ont tous essayé de développer leurs propres moyens et que moi je suis aussi d'avis que le Covid-19 est une chance. C'est une chance parce que pour la première fois, ça a été clair que l'Europe, sur qui l'Afrique comptait parfois, ou avait les yeux vraiment rivés là-dessus, c'est avéré être la catastrophe, que l'Europe ne pouvait pas aider, puisqu'elle avait ses propres problèmes. Et dans ce cas-là, afin de ne pas mourir de faim, l'Afrique a appris à se développer soi-même, enfin pas appris à se développer, a appris à compter vraiment sur ses propres forces. Et là, je voudrais revenir sur un problème qui a été évoqué tout à l'heure, l'éducation, la question de l'éducation. Je pense, c'est le A et O de tout. L'éducation en Afrique, c'est quand même malheureux que la plupart des pays n'ont toujours pas aujourd'hui l'éducation obligatoire. L'instruction scolaire n'est toujours pas un fait dans la plupart des pays d'Afrique. On arrive à 50-60%, mais ce n'est pas le cas. Et dans ce sens-là, avec justement le Covid, on se rend compte qu'il va falloir compter que sur ses propres forces. Donc, il va falloir que l'on ait une jeunesse qui est formée. Il faut qu'elle soit formée, cette jeunesse-là. Et si on
n'introduit pas cette obligation scolaire dans certains pays, ça va être un grand problème. Je pense à une chose récemment, c'était avant le Covid, au mois de février par exemple, pardon, novembre, lorsque nous étions à Nairobi, et nous avons parlé avec des jeunes, beaucoup de jeunes, et qui nous ont dit, oui, pourquoi nous n'avons pas l'éducation scolaire obligatoire? Et c'est un problème pour nous. Parce que n'ayant pas cette éducation scolaire obligatoire, ceci permet de retirer les filles de l'école. Et ça, c'est le deuxième grand problème, que c'était des jeunes qui venaient du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, mais je pense que c'est valable pour les 3/4 des pays subsahariens. Donc, de retirer comme ça la population féminine de l'école, soit pour pouvoir les marier, en général c'était ça, c'était ces mariages forcés ou ces mariages précoces, c'est aussi un frein au développement. Et je peux m'imaginer qu'avec le Covid, tout le monde s'est mis à réfléchir, les dirigeants aussi, ils ont réfléchi comment faire survivre nos populations, comment aider nos populations à vraiment développer ses propres moyens sans avoir à compter à d'autres. Évidemment, la grande hécatombe n'a pas eu lieu, et là, on doit dire que c'est même un très gros avantage. On a constaté que c'est même en Afrique où il y a eu le moins de décès, finalement. Pratiquement rien, surtout si on compare avec les États-Unis, je prends les États-Unis et le Sénégal, qui ont eu en même temps la crise, et on a vu combien de morts il y a eu aux États-Unis et qu'il y en a moins dans d'autres pays. En fait, pour revenir à la proposition ou à la question que Eric et Sam posaient, quand ils parlaient de se protéger, c'est en fait utiliser aussi les instruments que nous avons au niveau du commerce international. Ah oui. Ne pas se laisser, se laisser inonder, par exemple, par ce dont vous avez parlé, le lait de l'Union européenne ou le poulet de produits pareils. Mais dans les réponses que vous avez données toutes les deux, j'ai vu que, en fait, pour arriver à la question principale que nous discutons aujourd'hui, établir des relations sur un même pied d'égalité, oui. Vous parlez de la nécessité d'un travail qui doit se faire en Afrique, un travail sur nous-mêmes. Oui. L'éducation doit aboutir à nous forger, à forger la conscience des femmes et des hommes qui sont là pour pouvoir défendre leurs intérêts. Mais il y a une question dans le chat qui dit, si nous parlons de relations internationales, c'est tout le monde qui doit faire un travail sur soi-même. Donc, du côté africain, augmenter l'estime de soi. Mais du côté européen aussi, c'est le travail pour dépasser les relents racistes. Alors, la question concrète qui est posée, c'est celle de savoir, et je l'adresse d'abord à Mme Herzberger-Fofana, est-ce que les diplomates au niveau européen, au niveau des délégations européennes, au niveau des institutions, ont des mesures de sensibilisation sur le racisme? Est-ce qu'il y a des mesures antiracistes dans les institutions européennes? Bon, des mesures bien précises, on va dire les droits humains. Partout où on va, nous sommes pour favoriser les droits humains. Des mesures bien concrètes, les diplomates? Oui, je pense que c'est à quoi Mme Annette Colli pense, c'est lorsque nous disons du côté africain, l'éducation doit renforcer l'estime de soi. Ah oui, d'accord. Pour pouvoir défendre les intérêts et prendre en compte, en fait, les potentialités qui sont dans les contextes africains. Le pendant de cela du côté européen, c'est de dire il faut changer aussi l'image de soi. C'est au fait, c'est pas autre chose que dépasser des relents colonialistes et racistes. Et donc, des mesures comme de training sur le racisme, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut penser au niveau des institutions européennes? C'est la question qui est posée. Oui, bien sûr, on peut penser à ces mesures-là, d'autant plus, comme je l'ai dit, on a maintenant un plan d'action qui va entrer en vigueur, et dans ce plan d'action-là, on fera tout pour qu'il y ait donc ces fameuses trainings, que ce soit au niveau européen, au niveau de toutes les institutions, au niveau aussi d'autres organes comme la police, par exemple. Ce sont des mesures que l'on a déjà en Allemagne,
Mais au niveau européen, il y a comment ça s'appelle, il y a des organes. Il n'y a pas vraiment, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de non, il n'y a pas de training contre le racisme. Il y a, comment on appelle, il y a une institution qui combat le racisme, qui évalue plus ou moins, mais ce n'est pas aussi concret que l'on pourrait s'y attendre. Hein. C'est pas du tout, non, à mon avis, ce n'est pas aussi concret. Là, c'est notre travail à nous. Hardy est là depuis des années. C'est vrai, Hardy a déjà essayé d'impacter là-dessus, mais c'est aussi très difficile. Parce que lorsqu'on parle du racisme, vous savez comment c'est, tout le monde vous dit « je ne suis pas raciste ». Bon. Et dans les institutions européennes, la première réaction, c'est qu'il n'y a pas de racisme. Hein, n'apportez pas quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut déjà vraiment être clair et montrer, oui, ce fameux racisme structurel dont nous parlions tout à l'heure, il existe, il faut d'abord le reconnaître. Tant qu'il n'est pas reconnu comme tel, c'est un peu difficile aussi de faire un training, de faire un stage, de faire des formations. Et ça va être notre travail à nous, de montrer que ça existe, il existe partout, dans toutes les institutions, dans le fait, par exemple, tout simplement, regardez le Parlement européen. Les minorités visibles sont vraiment des minorités visibles, sont très peu. Alors, on pourrait, par exemple, exiger, peut-être pas exiger, mais amener les gens à employer plus de personnes issues des minorités visibles. Ça, ce serait déjà une tendance. J'aimerais peut-être dire une petite phrase à ce niveau, oui. Comme quelqu'un qui enseigne aussi ces matières, j'ai appris que la question « est-ce que je suis raciste ?» c'est vraiment la mauvaise pour pouvoir bien sûr. Résoudre le problème, parce que comme vous le dites, personne ne l'est. La question importante, c'est de dire est-ce qu'il y a des formes de racisme qui s'expriment en moi? Et je pense que le développement que nous voyons depuis George Floyd au niveau de l'Allemagne, par exemple, c'est des institutions nationales qui maintenant ont vu la nécessité de faire de training en matière de racisme et de diversité. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui serait souhaitable à différents niveaux, au niveau européen, parce que j'ai moi-même vécu une fois une réunion où on parlait des ACPE et où un fonctionnaire de la Commission européenne disait les Caraïbes ont vite signé les accords de partenariat économique parce qu'aux Caraïbes, il y a des gens intelligents qui ont compris de quoi il est question. Et donc, le message qui était transmis, c'était comme quoi, en Afrique, s'ils ne signent pas, c'est parce que les gens ne sont pas intelligents. Je pense que c'est des choses qui montrent qu'une réflexion à ce niveau-là serait nécessaire. Et avec ça, j'aimerais arriver à la question essentielle qui est formulée dans le thème que le bureau a choisi pour ce webinaire. C'est la question de savoir si un partenariat sur un même pied d'égalité est possible en prenant compte ce que nous avons, les prémices de forces asymétriques. Est-il possible de construire un partenariat sur un même pied d'égalité lorsque les forces en présence sont aussi asymétriques entre l'Union européenne et les pays d'Afrique? Je commence par vous, Madame Kenge. Oui, et moi je crois que c'est possible de construire un partenariat sur un même pied d'égalité, mais justement nous sommes en train de dire les prémices de force sont asymétriques, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes opportunités d'un côté et d'un autre. Et c'est sur ça qu'il faudrait beaucoup travailler, puisque, comme j'ai dit au début, l'Afrique doit se donner les moyens pour pouvoir changer aussi sa façon de pouvoir négocier, sa façon de pouvoir nouer les relations avec d'autres continents. Ce partenariat est possible, mais quand on parle déjà de partenariat, c'est-à-dire nous sommes en train de parler de deux partenaires. Quand on parle de deux partenaires, nous sommes en train de parler du même pied d'égalité, je l'espère,
Autrement, on n'allait pas parler de partenariat, puisque déjà le mot partenariat, c'est ça. C'est-à-dire on doit être au même pied d'égalité. C'est à notre partenaire d'être assez souple, c'est à notre partenaire de se donner les moyens de pouvoir faire des accords de qualité, de négocier et de voir quels sont les intérêts de son propre côté, quels sont les intérêts pour son continent. L'Europe le fait et pourquoi pas l'Afrique? L'Afrique aussi devrait regarder l'intérêt de sa population, les intérêts du continent. Et je crois que la nécessité de construire ces relations s'impose aujourd'hui après le Covid et l'opportunité au niveau des relations, au niveau des négociations, c'est à vous, Madame Fofana, c'est maintenant au Parlement, puisqu'on a là les accords de Cotonou. Avec ça, on peut démontrer qu'est-ce qui peut changer, comment l'Afrique pourrait aussi imposer sa vision. Je parle du fait qu'au début, l'Union européenne voulait faire une régionalisation de ces accords de Cotonou, c'est-à-dire avec un chapeau politique et avoir des relations uniquement Union européenne, Union africaine, Union européenne Caraïbes, Union européenne Pacifique. Les ACP se sont opposés à ça, donc ils ont leur vision. C'est aujourd'hui le moment où je crois que l'Afrique pourrait faire voir ses capacités de négocier et de travailler surtout pour l'intérêt de son continent. Donc, ce partenariat est possible. Il ne doit pas rester il ne doit pas rester dans les rêves, mais il doit devenir réalité. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Le temps file très vite. On est presque déjà à la fin. Je vais donner la parole à Madame Herzberger-Fofana pour une sorte de conclusion, pour réagir à cette dernière question, mais aussi, ça sera une sorte de facite, mais aussi l'occasion, comme hôte, de nous dire au revoir à nous tous et toutes. Mais avant cela, j'aimerais prendre deux interventions qui viennent du chat. Il y a des gens qui ont essayé de réfléchir aussi sur des solutions. Par exemple, de Mathilde, il y a une proposition concrète qui dit pour rééquilibrer les relations entre l'Union européenne et l'Afrique, il faut commencer par exiger des réparations à tous les pays coupables de la traite des esclaves, mais aussi du commerce triangulaire. Et deuxième dimension, c'est au niveau africain. Il faut privilégier les investissements dans l'agriculture écologique. Et puis, au niveau international, travailler pour un cadre qui favorise un commerce équilibré, donc entre les régions. Peut-être j'ajouterais aussi une bonne gouvernance. Excusez-moi, parce que je crois que c'est voilà, un nous point ajoutons très cela important. à la proposition de Madame Mathilde. Ah, ok. Je ne savais pas, mais il y a la bonne gouvernance qui est très importante. Merci. Et puis, il y a de Monsieur Moulanda, et je trouve que l'intervention est vraiment fondamentale. Monsieur Moulanda nous rappelle que l'agenda 2063 de l'Union africaine est un bon programme et qu'il sera important que les populations africaines se l'approprient. C'est quelque chose qui reste au niveau des élites la plupart du temps. Une appropriation au niveau des populations. Et si les relations internationales sont fondées sur des programmes pareils, l'Afrique va arriver à imposer ses propres intérêts. Et l'autre proposition concrète, c'est celle que nous avons discutée, qu'il faut travailler sur un programme concret pour pour dépasser les attitudes condescendantes au niveau des fonctionnaires de l'Union européenne. Et avec ça, donc, je donne la parole à Madame Herzberger-Fofana pour un facite. Et vous avez aussi la possibilité, à la fin, de dire au revoir à toutes les personnes qui nous suivent encore de partout. Merci.
Alors, je vais revenir sur la première question, c'est la question des réparations. C'est une question qui fait partie, comme je dis toujours, de ces thèmes à conflit. Hein. Oui, malheureusement, c'est un thème dont on parle très souvent. On va réparer et tout de suite on pose à qui on va donner l'argent, à qui va recevoir, quel genre de réparation. Il y a peut-être, avant de faire des réparations, dans le cas au moins qui nous intéresse, nous, pour l'Allemagne, avec la Namibie, c'est avant de se faire ces réparations, c'est d'abord reconnaître et c'est d'abord... Il y a quelqu'un qui parle? D'abord, des excuses. Non, ça va, c'était par accident. Ah, ok, excuse-moi. Je pense d'abord, il y a le problème, avant les réparations, il y a d'abord les excuses, parce que ces premières excuses seront une reconnaissance. Ensuite, on pourra discuter de comment faire donner les réparations, qui va les recevoir, comment tout cela va se passer. Lorsque, toujours, je crois que c'est Madame Mathilde qui parle des investissements, les investissements en Afrique, oui, il va falloir, on peut toujours investir, mais là, on a le deuxième problème que Madame Kinyenge a évoqué, la bonne gouvernance. Non seulement la bonne gouvernance, mais aussi un autre problème que l'on oublie, dont on n'a pas parlé du tout, c'est que c'est la corruption. Cette corruption-là, elle bloque aussi. Très souvent, elle bloque le développement de l'Afrique parce que les projets qui sont prévus ne sont pas réalisés comme ils devraient l'être. Par contre, je trouve aussi la proposition de M. Molanda, l'agenda 2063. C'est vrai, cet agenda n'est pas connu, l'agenda de l'Union africaine, et il revient aux élites de le faire connaître. Ce n'est pas à l'Union européenne de faire connaître cet agenda-là, mais c'est aux élites africaines, aux dirigeants, de le mettre à la disposition de leur population. Et évidemment, il va falloir que l'on travaille nous avons le programme, nous avons les accords post-Cotonou, on va essayer de faire de ces accords des accords non seulement de partenariat, mais aussi un partenariat, comme on dit sans arrêt, sur la même base d'égalité. Et ça, nous aspirons à cela, au moins nous autres, dans notre parti, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas de cet air condescendant que l'on entend ou que l'on lit. On a dépassé ce stade-là. Nous sommes aujourd'hui à un stade où on peut, avec l'Afrique, du moins on l'espère, on peut réaliser ces accords-là, on peut réaliser un partenariat d'égalité. Si chacun y met du sien, évidemment, l'Europe devra aussi oublier sa façon de traiter les pays africains. Et tout à l'heure, je crois que vous avez dit certains diplomates. Bon, mais ça, c'est parfois un problème personnel que des gens ne savent pas parler aux autres. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je trouve très intéressant qu'on ait pu faire cette première visioconférence. Bien sûr, on n'a pas pu parler de tout ce que l'on voulait. On en a beaucoup sur le cœur. Je vois que Mme Kigné sourit. Il y avait beaucoup encore des thèmes que l'on aurait pu aborder peut-être un peu plus en détail. Mais ça, c'est le temps. Et si nous avons l'occasion de refaire une seconde vision-conférence, nous aborderons les problèmes, comme je dis, peut-être les problèmes qui fâchent un peu plus que ceux des accords comme le partenariat. Je pense au problème de la migration que nous avons un tout petit peu occulté dans ce sens-là. Mais sincèrement, je vous remercie tous de tout cœur lorsque j'apprends qu'il y a 195 personnes qui nous ont suivis, que 3 continents étaient présents. Je ne peux que vous dire merci beaucoup. J'espère que vous allez nous envoyer vos questions et nous allons essayer d'y répondre. Merci à vous, le modérateur. C'était un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup, Madame Kinyenge, qui a vraiment pris de son temps. Et je suis très, très contente d'avoir eu l'occasion aujourd'hui de pouvoir discuter sur un sujet qui me tient à cœur, mais qui fait aussi partie de mon quotidien parlementaire. Merci à tous. Merci Pierrette, merci à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Peut-être une toute dernière annonce que j'avais oubliée au début. Les gens qui participent et qui voient que c'est enregistré, effectivement, c'est enregistré, mais comme vos images n'apparaissent pas sur l'écran, j'espère que ce n'est pas un problème. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, grand merci à tous. Au revoir et rentrez bien à la maison, vous tous, en bonne santé. Au revoir. Au revoir.